Mes parents ont favorisé ma sœur toute sa vie. Maintenant que je réussis, ils veulent que je leur achète une maison de 2 millions de dollars et à ma sœur un manoir de 5 millions de dollars. Tu peux donner 500 000 dollars à ta sœur, ont targué mes parents, leur voix s'élevant à l'unisson. Je ne suis pas votre guichet automatique personnel, ai-je dit froidement. Puis ils ont risqué la maison familiale et ont tout perdu. Je croyais autrefois que la famille était l'endroit le plus sûr au monde, mais je me trompais. La vie m'a appris une vérité douloureuse, tous les enfants ne reçoivent pas le même amour à la maison. Bonjour, je suis Oliver, 36 ans. Je me suis toujours senti comme un invité dans ma propre maison depuis mon jeune âge. Je savais que j'étais différent de Tara, ma sœur cadette de 2 ans. Elle était l'étoile de la famille, tandis que j'ai appris tôt à compter sur moi-même. Tara a été comblée de soins et d'affection, tandis que j'étais laissé à me débrouiller seul. Mes parents étaient des gens moyens, de la classe moyenne. L'argent n'a jamais été un gros problème, ils pouvaient se permettre de nous élever tous les deux correctement. Mais au lieu de cela, ils ont placé tous leurs rêves, leur amour et leur attention sur Tara. Chaque fois que Tara demandait quelque chose, mes parents faisaient tout leur possible pour l'obtenir. Mais si jamais je voulais quelque chose, ils avaient toujours une raison de refuser. Je me souviens que lorsque j'avais 6 ans, j'ai reçu un ours en peluche pour Noël. Je l'aimais tellement et je le serrais fort chaque nuit. Mais au moment où Tara l'a vu, elle a pleuré et a supplié d'avoir le même. Sans hésitation, mon père me l'a arraché et le lui a donné. J'ai éclaté en larmes. Tout ce qu'il a dit, c'est « Oliver, tu es l'aîné, tu devrais le donner à ta sœur. » Ma mère a acquiescé, sans se soucier de mes sentiments. À 12 ans, après des mois de pratique, j'ai eu un récital de piano. J'avais soigneusement placé 3 billets sur la table de la salle à manger, un pour maman, un pour papa et un pour Tara. J'étais impatient de voir mes parents dans la foule, de enfin les rendre fiers. J'ai scanné le public avant de monter sur scène, cherchant leur visage, mais ils ne sont jamais venus. Tara avait un léger rhume, et ils ont choisi de l'emmener chez le médecin à la place. Mon professeur m'a ramené à la maison par la suite, essayant de me consoler avec des mots qui ne pouvaient pas combler le vide que ma famille aurait dû occuper. À 14 ans, j'ai gagné un concours de sciences au niveau de l'État. Personne n'en a parlé à la maison ce jour-là. Tara a marqué un seul but dans son match de football scolaire. Je suis sûr que vous pouvez deviner qui a eu une fête. Notre salon était décoré de serpentins et de ballons. Mon père a grillé ses plats préférés dans la cour arrière, tandis que ma mère a cuit un gâteau avec le Superstar écrit en glaçage bleu. J'ai continué à essayer, à espérer qu'il me remarquerait, mais quoi que j'ai accompli, ce n'était jamais assez, tableau d'honneur, capitaine de l'équipe de débat, bénévolat au refuge local, rien de tout cela ne semblait pénétrer la barrière invisible qui me maintenait en dehors de leur cercle d'attention et d'affection. Puis quelque chose s'est passé lorsque j'ai eu 18 ans qui a tout changé. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour une université de premier plan à 3 États de distance. La lettre est arrivée un mardi après-midi. Je me tenais dans la cuisine, tenant cette lettre d'acceptation, regardant mes parents, espérant une seule fois voir de la fierté sur leur visage. Mais mon père a soupiré et a parlé doucement, son expression plus préoccupée que satisfaite. « Oliver, as-tu vraiment besoin d'aller si loin pour l'université? Nous ne sommes pas riches, et si tu pars, qui nous aidera à la maison ?» Je suis resté là, confus, la lettre de bourse semblait soudainement plus lourde dans mes mains. Puis ma mère a ajouté brutalement, ses lèvres serrées en une fine ligne, « Tara sera à l'université dans 2 ans, ses frais de scolarité coûteront cher. Nous ne pouvons pas nous permettre vous deux. » J'étais stupéfait, les mots me frappant comme des coups physiques. « Mais j'ai une bourse. »« Tout est payé, » ai-je dit, pointant du doigt la lettre comme s'ils avaient pu se méprendre. Mon père a secoué la tête, sans me regarder dans les yeux. « Ce ne sont que les frais de scolarité. Qu'en est-il du loyer, de la nourriture et des autres dépenses? Vivre loin est cher. » Juste comme ça, cela m'a frappé avec une clarté cristalline, ils étaient prêts à tout couvrir pour Tara, les frais de scolarité, le logement, les repas, l'argent de poche, mais même pas les besoins de base pour moi. La bourse qui aurait dû être célébrée était plutôt traitée comme un inconvénient, une perturbation de leur plan. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblé ma force et dit, je vais y arriver. Ma bourse couvre les frais de subsistance, si nécessaire, je trouverai un emploi à temps partiel. Je ne demanderai pas d'aide, je ne serai le fardeau de personne. Ma voix n'a pas tremblé, bien que quelque chose en moi se brisait. Le silence a rempli la pièce, épais et inconfortable. Mon père a regardé ma mère,
attendant qu'elle dise quelque chose. Elle a soupiré, croisé les bras et marmonné platement, « Fais ce que tu veux. » Mon père a hoché la tête, froid et indifférent. « Si c'est ta décision, je ne t'arrêterai pas. » Pas de joie, pas de soutien, pas de mots d'encouragement, juste un silence glacial, pas de tristesse que leur fils quittait la maison pour de bon. Leurs visages m'ont dit tout ce que je devais savoir, mon départ n'était qu'une question logistique, pas un adieu émotionnel. Le lendemain, j'ai emballé tout ce que je possédais dans 2 valises et un sac à dos. Personne ne m'a aidé à les transporter à la gare routière, personne n'a fait de signe d'adieu depuis le Porsche. C'est à ce moment-là que je suis entré dans une vie de véritable indépendance, coupant les fils effilochés qui m'avaient à peine relié à ma famille. J'ai emménagé dans un dortoir, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que je n'avais pas le choix. Chaque dollar comptait dans ma nouvelle vie, je comptais les centimes pour la lessive et sautais des repas pour économiser pour les manuels scolaires. À partir de ce moment, je savais que si je voulais survivre, j'étais seul. Alors que d'autres étudiants choisissaient des majeurs en fonction de leur passion ou de leurs intérêts, j'ai abordé mes études avec une précision calculée. J'ai choisi l'immobilier comme majeur, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que c'était une voie rapide pour gagner de l'argent. Dans ma situation, poursuivre des rêves n'était pas une option, j'avais besoin de quelque chose de pratique pour survivre, quelque chose avec des mesures claires de succès et des récompenses tangibles pour le travail acharné. Grâce à un contact scolaire, j'ai obtenu un emploi à temps partiel dans une agence immobilière près du campus. Le salaire était faible, seulement $15 de l'heure pour répondre aux appels téléphoniques et classer les documents, mais les commissions venaient avec chaque vente ou location. Cette structure incitative m'a plu, corrélation directe entre l'effort et la récompense, quelque chose que ma vie de famille n'avait jamais fourni. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, déterminé à réussir. Là où d'autres ne voyaient que de la corvée, je n'avais aucun contact, aucune expérience et aucun nom, mais j'avais une détermination forgée par des années d'oubli. Alors que d'autres passaient leur temps libre à des fêtes ou à des événements sur le campus, j'étudiais le marché, pratiquais les techniques de vente et apprenais à gérer les clients. J'observais attentivement les agents principaux, mémorisant leur façon de parler et de persuader les clients, notant les approches qui fonctionnaient et celles qui échouaient. La conclusion de ma première location a été surréaliste. C'était un petit appartement de 2 chambres pour une paire d'étudiants diplômés. Lorsque j'ai vu cette commission de $200 sur mon compte, je l'ai regardée avec incrédulité. Pour la première fois, j'ai gagné de l'argent réel grâce à mes propres efforts, sans mendier ni me sentir coupable d'avoir des besoins. Ce travail a payé mes factures et couvert mes besoins pendant que je continuais mes études avec une concentration absolue. J'ai commencé à budgétiser, à économiser et à planifier chaque dépense avec soin. Parfois, mes parents appelaient, mais c'était surtout par formalité, une coche sommaire sur leur liste de devoirs parentaux. Leurs questions étaient toujours superficielles, effleurant la surface de ma vie sans intérêt pour les profondeurs. « Vas-tu bien ? Tu continues tes études ? Tara travaille dur aussi. » Je gardais mes réponses courtes. « Je vais bien, disais-je, sans rien ajouter. » Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment, ni ne se sont souciés de ma clientèle croissante ou des chiffres croissants sur mon compte bancaire. Finalement, j'ai cessé de partager quoi que ce soit, apprenant que la vulnérabilité n'était qu'une autre façon d'être déçu. Après l'obtention de mon diplôme, avec une moyenne pondérée qui me plaçait dans les 10% meilleurs de ma classe, j'avais 3 ans d'expérience et une solide clientèle. Au lieu de me reposer après 4 années intenses d'études et de travail, je me suis lancé directement dans un emploi à temps plein, concluant des transactions, construisant mon réseau et collectant des commissions qui augmentaient avec chaque transaction. Mais je ne voulais pas rester courtier pour toujours, travaillant pour enrichir quelqu'un d'autre. Je voulais la propriété, le contrôle, l'indépendance des choses que je n'avais jamais eues dans ma famille. J'ai étudié les tendances du marché, analysé le développement des quartiers et suivi les valeurs foncières avec une attention obsessive aux détails. J'ai vécu modestement, partageant un appartement avec 2 colocataires, conduisant une voiture d'occasion, mangeant des repas simples à la maison. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai acheté ma première maison, une propriété de $500 000 dans un quartier en plein essor. J'ai payé $300 000 d'avance de l'argent que j'avais économisé dollar par dollar et j'ai contracté un prêt pour le reste. Ce n'était pas facile, j'ai passé des semaines à calculer les risques et à peser chaque détail, à revoir les conditions hypothécaires avec un conseiller financier que j'avais soigneusement vérifié. Mais au fond, je savais que c'était la bonne étape. Ce jour-là, je suis devenu propriétaire, tenant les clés dans ma main et sentant, pour la première fois, que j'appartenais vraiment quelque part.
J'ai gardé l'achat secret pour ma famille. Il n'y avait aucune raison de le leur dire, aucun désir de chercher une approbation qui ne serait jamais vraiment donnée. C'était ma réussite, et il était juste de la garder pour moi, à l'abri de leur indifférence ou, pire, de leur intérêt soudain maintenant que j'avais quelque chose qu'ils pourraient vouloir. Cette première propriété est devenue le début de quelque chose de plus grand que je n'avais initialement imaginé. Je ne me suis pas arrêté à un seul succès, j'ai continué à travailler, à investir et à me développer. J'ai loué la maison, utilisant les revenus pour sécuriser une deuxième propriété, puis une troisième. En 5 ans, je possédais plusieurs appartements, des espaces commerciaux et j'ai même commencé à investir dans des hôtels. À 28 ans, j'avais presque tout ce dont je rêvais, la sécurité financière, le respect professionnel et un empire en croissance qui répondait à ma vision. Pendant ce temps, Tara, ma sœur, ne pouvait pas garder un emploi. Elle avait obtenu son diplôme d'une université privée, entièrement financée par mes parents, qui ont contracté une deuxième hypothèque pour couvrir ses dépenses. Avec un diplôme en communication mais sans orientation de carrière claire, elle a sauté d'un endroit à l'autre, ne durant jamais plus de 6 mois, assistante administrative, coordinatrice des médias sociaux, organisatrice d'événements. Chaque poste s'est terminé par son départ ou son licenciement pour des raisons qui n'étaient jamais de sa faute. Chaque fois qu'elle échouait, mes parents inventaient des excuses, créant des récits élaborés qui la dégageaient de toute responsabilité. Elle n'a tout simplement pas encore trouvé le bon travail, disait-il. Cette entreprise n'a pas vu son potentiel. Elle est jeune, elle peut essayer différentes choses. Ils ne l'ont jamais tenue pour responsable de ses choix ni ne l'ont encouragée à développer de la persévérance ou de la résilience. Je n'avais jamais prévu de révéler jusqu'où j'étais allé, mais peu importe vos efforts, certaines choses finissent par faire surface. Il y a 2 ans, mon père m'a envoyé un court message, « Es-tu libre demain ? Viens dîner à la maison. » Pas de salutations, pas de questions sur ma vie ou mon bien-être, juste une invitation froide, comme si j'étais un étranger. Ils étaient poliment accommodants. J'ai presque refusé, mon doigt survolant la réponse peut-être une autre fois que j'avais rédigée, mais j'ai hésité. Quelque chose en moi, cherchant toujours ce qui m'avait été refusé pendant des décennies, pensait que peut-être cette fois, il voulait vraiment me voir, combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Je suis arrivé chez eux à 19h, garant ma modeste berline dans l'allée. Tout semblait inchangé alors que je remontais le chemin familier jusqu'à la porte d'entrée, la maison, l'air, la façon dont ils me regardaient comme si je n'étais jamais parti, comme si j'étais toujours le fils invisible qui existait en périphérie de leur attention. Le dîner était typique, presque une rediffusion de chaque repas que nous avions partagé depuis que j'étais enfant. Les conversations tournaient autour de Tara, ses dernières perspectives d'emploi, sa vie amoureuse, ses projets d'avenir. Tara essaie un nouveau travail dans une société de marketing, a dit ma mère fièrement, en passant les pommes de terre. Elle envisage de lancer une entreprise, a ajouté mon père, hochant la tête encourageante vers ma sœur. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour s'installer dans sa carrière. J'ai écouté tranquillement, hochant la tête à des intervalles appropriés, posant des questions polies qui étaient attendues de moi. Rien de tout cela ne m'a surpris, c'était la dynamique familiale qui m'avait façonné, l'enfant d'or et la pensée ultérieure, des rôles coulés dans le béton avant que je ne sois assez âgé pour comprendre le modèle. Puis un moment inattendu a tout changé. Alors que j'étais dans la cuisine à prendre de l'eau, mon téléphone a vibré sur la table de la salle à manger où je l'avais laissé. Je l'ai entendu mais je l'ai ignoré, sachant que je pouvais le vérifier plus tard. Tara n'a pas partagé ma retenue. Et, ta copine a envoyé un texto ? Laisse-moi vérifier, a-t-elle souri, attrapant mon téléphone avec le droit décontracté qu'elle avait toujours affiché envers mes affaires. L'écran s'est allumé, montrant des notifications impossibles à manquer. Tara les a lues instantanément, son expression passant d'une curiosité joueuse à une incrédulité stupéfaite. Avant que je puisse l'arrêter, elle l'a lu à haute voix, sa voix s'élevant à chaque mot, contrat confirmé, achat du Hillside Retreat à Resort, $1,200,000. Le silence a balayé la pièce comme un gel soudain. Ma mère a cligné rapidement des yeux, sa fourchette suspendue à mi-chemin vers sa bouche. Mon père a posé ses baguettes, me regardant comme s'il voyait un étranger. Tara a ri sec, croisant les bras sur sa poitrine, son expression un mélange de choc et de quelque chose de plus sombre, de plus rancunier. « Tu es sérieux ? $1,200,000 pour un complexe hôtelier, a-t-elle demandé, son ton suggérant qu'elle s'attendait à ce que je le nie, à ce que je l'explique comme une blague ou une erreur. Personne n'a parlé. Calmement, j'ai pris mon téléphone, éteint l'écran et je les ai regardés.
Leurs yeux criaient le choc, l'incrédulité, voire le ressentiment et des émotions qui ne devraient pas accompagner le succès d'un membre de la famille. Si l'amour était vraiment inconditionnel. La voix de mon père a légèrement tremblé lorsqu'il a finalement parlé. Well, est-ce réel? J'ai hoché lentement la tête. Oui, j'ai acheté une petite propriété de villégiature. La voix de ma mère est devenue froide, accusatrice. Où as-tu eu ce genre d'argent? Je suis resté silencieux, attendant la question qui suivrait inévitablement. Comme prévu, Tara a ricané, depuis combien de temps nous caches-tu ça? La tension s'est épaissie, presque palpable dans la salle à manger qui s'est soudainement sentie trop petite. J'ai posé mes mains à plat sur la table, ma voix ferme lorsque j'ai finalement répondu. Je ne l'ai pas caché, personne n'a jamais demandé. Leurs regards sont devenus distants, comme si j'étais un étranger qui était apparu à leur table sans invitation. Quelques minutes plus tard, la voix de mon père s'est adoucie de manière non naturelle, adoptant un ton que j'avais rarement entendu diriger vers moi, un ton d'approbation, peut-être même d'admiration. Je n'aurais jamais imaginé que tu atteindrais ce niveau. J'ai toujours pensé que tu avais un simple emploi de bureau. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Il a tendu la main, tapotant ma main doucement. Mon fils est talentueux, a-t-il annoncé, comme s'il avait toujours cru en moi. Si tu nous l'avais dit plus tôt, nous aurions pu mieux te guider. J'ai retiré ma main tranquillement. Je vais bien me débrouiller seul. Il a jeté un coup d'œil à ma mère et a souri, un regard complice passant entre eux. Qu'en penses-tu? Ne devrions-nous pas déménager dans une maison plus belle maintenant? Cet endroit semble trop petit et démodé. C'est juste maintenant qu'Oliver va bien. Ma mère a hoché la tête, sirotant son vin pensivement. Il y a une belle propriété dans la banlieue, grande cour, jardin, chambre spacieuse. Cela ne devrait pas être difficile pour Oliver maintenant, avec son succès. J'ai posé mon verre. 2 millions de dollars? Mon père a souri, les yeux brillants d'attente. Oui, une maison plus agréable, assez de chambres pour tout le monde, de l'espace pour les invités et les réceptions. Ne penses-tu pas que cette maison semble exiguë après toutes ces années? J'ai incliné la tête, le regardant attentivement. Donc, vous me demandez d'acheter une maison pour la famille. Il se corrigea rapidement. Pas acheter, investir. La maison reste à votre nom, mais nous y vivrons ensemble. Vous êtes celui qui a réussi maintenant, il est juste que vous donniez un petit coup de main. Je laissai échapper un rire sec. Ces paroles ressemblaient plus à une proposition commerciale qu'à une discussion familiale, comme s'il essayait de présenter une affaire rentable plutôt que de demander un cadeau de plusieurs millions de dollars à son fils. Avant que je puisse répondre, Tara prit la parole. Son ton était calme mais empreint d'attente. Avez-vous déjà envisagé d'investir votre argent dans un secteur différent, demanda-t-elle. Je me tournai vers elle, curieux malgré moi. Quel genre de secteur? Elle s'adossa à sa chaise, les bras croisés, ayant l'air d'avoir soigneusement planifié ce moment. Un sourire narquois traversa son visage alors qu'elle tapait des doigts sur la table ma nouvelle maison. Je restai silencieux, attendant qu'elle s'explique. Se redressant, elle me regarda droit dans les yeux, sa confiance inébranlable. J'ai trouvé la propriété parfaite à la Casey Hills, commença-t-elle. C'est la maison de mes rêves, 5 chambres, une piscine, un home cinéma, le tout. J'ai juste besoin que vous la financiez. Je cherche environ 5 millions de dollars pour l'acheter purement et simplement et la meubler correctement. Mes yeux s'écarquillèrent devant ce chiffre. 5 millions de dollars, répétai-je, m'assurant d'avoir bien entendu. Tara hocha la tête sérieusement. Oui. Vous avez clairement les moyens. Je l'ai déjà dit à mes amis. Si je dois économiser moi-même, cela me prendra des décennies. Mais avec votre aide, je pourrai emménager le mois prochain. En reculant, je croisai les bras sur ma poitrine. Tu veux que je t'achète un manoir de 5 millions de dollars? Tu parles de 5 millions de dollars comme si c'était de la monnaie de poche. Tara fronça les sourcils, agacée d'être interrogée. C'est dans le meilleur quartier, emplacement parfait, excellentes écoles à proximité, vues imprenables. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des détails, sachez simplement que j'ai déjà choisi les meubles. Je souris. Donc, en gros, tu veux que je finance ton style de vie luxueux alors que tu n'as jamais eu d'emploi stable, que tu n'as rien épargné toi-même, et que tu n'as démontré aucune responsabilité financière. Son visage s'assombrit. Tu ne me fais pas confiance? Je suis ta sœur.
Qu'y a-t-il de mal à me soutenir pour une fois? Je laissai échapper un léger rire, mais à l'intérieur, je me sentais vide, l'absurdité de ces accusations frappant contre des décennies où j'étais celui sans soutien. La patience de mon père diminua visiblement. Oliver, arrête d'être égoïste. Ta famille a besoin de toi. Et pourtant, tu es là, à compter chaque centime avec ta sœur, ajouta ma mère sèchement. Ce n'est même pas une grosse affaire, Oliver. Avec ton argent, quelques centaines de milliers ne représentent rien. Je l'ai regardé, puis je regardai Tara. Si c'est si insignifiant, pourquoi ne le finances-tu pas toi-même? Vous êtes ses parents, vous l'avez soutenu jusqu'à présent. Tara leva les mains en signe d'exaspération. Parce que je ne veux pas perdre des années à gratter des pièces alors que tu as des millions. Si j'avais le capital maintenant, je pourrais le multiplier par 10. Je hochai lentement la tête. Ah, donc ce que tu veux vraiment, c'est un raccourci ou pas construire quelque chose à partir de rien, pas prouver que ton concept est viable, juste un accès immédiat à une richesse que tu n'as pas gagnée. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas un raccourci. Je veux juste une chance équitable. Je ris à nouveau, non pas de gaieté, mais parce que c'était douloureusement familier. Certaines personnes reçoivent de l'aide de leur famille, acquiesçai-je mollement. Je n'étais tout simplement pas l'une d'elles. La voix de mon père s'éleva. Oliver, tu es ridicule. Aider ta sœur n'est pas trop demandé. 5 millions de dollars, c'est beaucoup, je suis d'accord, mais tu pourrais au moins investir quelques centaines de milliers pour la lancer. Ma mère soupira lourdement. Nous ne demandons pas grand-chose, juste un peu d'aide pour ta sœur et un meilleur endroit pour que tes parents vivent. Tu ne peux pas vivre ta vie en pensant seulement à toi-même. Je posai mes deux mains sur la table et parlais lentement. Vous avez raison. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Ils restèrent là, attendant la suite. Je leur adressai un sourire faible et fatigué. Parce que vous avez toujours supposé que je vous devais quelque chose ou que j'existe pour vous fournir ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans vous poser de questions. L'air devint suffocant. Personne n'osa parler. Je me levai, repoussant ma chaise. Je crois que je vais partir maintenant. Tara se redressa, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas juste t'en aller. As-tu déjà pensé à cette famille, à quelqu'un d'autre que toi? Je la regardai droit dans les yeux. Cette famille a-t-elle déjà pensé à moi? Silence. Je marchai vers la porte mais m'arrêtai la main sur la poignée, me retournant une fois de plus. Vous me qualifiez d'égoïste, mais vous est-il jamais venu à l'esprit qui sont les vrais égoïstes dans cette famille? Et sur ces mots, je partis, croyant qu'ils m'auraient enfin laissé tranquille. Mais je me trompais. Leur avidité était plus profonde que je ne l'imaginais. Ils n'étaient pas seulement désespérés d'obtenir un soulagement financier rapide, ils étaient bien plus impitoyables que je ne l'avais jamais anticipé. Une année passa. Les appels et les textos de mes parents se sont estompés. J'ai supposé qu'ils avaient abandonné, me voyant comme leur banque personnelle. Mais en réalité, ils avaient d'autres plans dans mon dos. Ils ont hypothéqué la maison et ont donné l'argent à Tara pour sa start-up. Personne ne m'a rien dit. Je l'ai appris quand c'était déjà fait. Ce jour-là, j'étais assis dans mon bureau lorsque mon téléphone a vibré. Le nom de mon père a clignoté sur l'écran. Qu'y a-t-il, papa, demandai-je, en gardant ma voix neutre. Il soupira lourdement. Oliver, nous sommes sur le point de perdre la maison, dit-il, la voix tremblante. Je me suis figé. Que veux-tu dire, perdre la maison? Nous avons pris une hypothèque? Maintenant, la banque est prête à la saisir. Les paiements, nous ne pouvons plus les effectuer. Je me suis redressé sur ma chaise. Vous avez hypothéqué la maison? Pourquoi? Votre mère et moi avons investi dans un restaurant. Un ami a promis qu'il serait rapidement rentable. Cela semblait être une bonne occasion. Vous avez risqué la maison pour ça, lancai-je. Cela semblait sûr à l'époque, se défendit-il. Ils ont dit que c'était une petite contribution, mais l'entreprise a complètement échoué. Je serrai le téléphone plus fort. Combien avez-vous retiré sur la valeur de la maison? Après une pause, il murmura, 300 000 $. Mon cœur a fait un bond. 300 000 $, répétai-je, luttant pour rester calme. Il s'est effondré. S'il te plaît, Oliver, si nous ne remboursons pas, nous allons tout perdre. Peux-tu nous aider? Ce n'est que 300 000 $. Nous te rembourserons.
Je fermai les yeux, respirant profondément. Vous voulez que je couvre votre dette de 300 000 $ comme ça? Oui, confirma T-il avec empressement. Juste une fois. Je promets que nous te rembourserons. J'ouvris les yeux, regardant par la fenêtre. Je pouvais facilement me permettre ce montant, mais quelque chose clochait. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, répondis-je fermement. Il paniqua immédiatement. Oliver, il n'y a pas de temps. La banque a déjà envoyé une mise en demeure. Si tu ne nous aides pas maintenant, nous sommes finis. Je serrai plus fort le téléphone. Je comprends votre urgence, mais j'ai encore besoin de temps pour examiner toutes les implications. Avant qu'il ne puisse protester davantage, je raccrochai immédiatement. J'ai appelé Jessica, mon amie la plus proche et analyste financière en qui j'avais une confiance implicite. J'ai besoin que tu vérifies la situation de la maison de mes parents, dis-je fermement. Ils prétendent que la banque est sur le point de la saisir en raison d'une hypothèque qu'ils ne peuvent pas payer. Je veux l'historique financier complet. Quelque chose me semble étrange dans leur histoire. Une courte pause. Compris. Je te rappellerai dès que j'aurai quelque chose. Comme la nuit tombait, l'appel de Jessica arriva. Je décrochai instantanément. Oliver, tu as eu raison de te méfier. La maison a effectivement été hypothéquée pour un prêt de 300 000 $ il y a environ 8 mois. Ma prise sur le téléphone se resserra. Mais avant que je puisse réagir, elle continua. Mais il y a un problème plus important que tu dois connaître. Je me suis tendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Jessica inspira profondément. Ce ne sont pas tes parents qui ont signé le prêt. Tara est la seule emprunteuse. Légalement, elle possède maintenant la maison. Je suis resté figé, incapable de traiter les implications. Répète ça. Tara possède la maison. Tes parents lui ont transféré l'acte de propriété, puis elle a contracté l'hypothèque. Le prêt est entièrement à son nom, pas au leur. Mon pouce accéléra. Quand est-ce que cela s'est produit? Pourquoi auraient-ils transféré leur seul bien majeur à son nom? Jessica hésita. Ils lui ont transféré la propriété il y a 1 an, Oliver, juste après ce dîner où ils ont appris à quel point tu étais riche. Une vague de froid m'envahit. Ce n'était pas un accident ni un geste désespéré, c'était un plan soigneusement élaboré dès le début. Dès qu'ils ont appris l'existence de mon argent, ils ont tendu ce piège, transférant la maison pour créer une situation où je me sentirais obligé de les sauver. Jessica, d'ici demain matin, j'ai besoin de tous les documents liés à ce transfert de propriété, à l'accord d'hypothèque, à l'historique des paiements au tout. Considère que c'est fait. Et Oliver, je suis désolé. Ce n'est pas juste. J'ai terminé l'appel, sachant déjà ce qu'il fallait faire. Ce serait la dernière conversation avec les personnes qui n'avaient jamais vraiment été ma famille. Le lendemain matin, je suis allé directement chez mes parents. Il faisait à peine jour, le quartier était calme et paisible. Je n'étais pas pressé, mais mon esprit était décidé. Mon père m'a aperçu en premier lorsque je me suis approché de la porte d'entrée. « Oliver, tu es venu, dit-il, le soulagement inondant son visage. » Ma mère est sortie, une tasse de café à la main. Elle leva un sourcil, mais son visage se transforma bientôt en un sourire satisfait. « Tu as pris ta décision, n'est-ce pas ?» demanda mon père avec espoir. « Tu vas nous aider ?» Je suis resté silencieux, les observant chacun. Ma mère était assise calmement, confiante que je retomberais dans le rôle du fils obéissant. Tara était allongée paresseusement, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je suis entré, j'ai posé un dossier sur la table en verre et j'ai tiré une chaise. Nous devons parler. Ils échangèrent un bref regard, puis s'assirent en face de moi. Mon père offrit un sourire forcé et doux. J'ouvris le dossier, posant les papiers de l'hypothèque sur la table. Tu m'as dit que la banque prenait la maison. La vérité, il y a 1 an, vous avez tout signé à Tara et vous avez emprunté 300 000 $. Le sourire de mon père s'est estompé instantanément. J'ai continué, ma voix calme mais tranchante. Personne ne vous a forcé. Vous avez remis la propriété à Tara, puis vous avez contracté le prêt, et vous avez menti, prétendant avoir conclu une affaire de restaurant. Il n'y a pas eu d'investissement, vous avez donné l'argent directement à Tara. L'air devint lourd. Mon père se raidit, le visage pâle. Les jointures des mains de ma mère blanchirent sur l'accoudoir de la chaise. Tara ne broncha pas, détendue, imperturbable.
Mon père finit par murmurer, la voix tremblante, rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous avons besoin de ton aide pour sauver la maison. Je laissai échapper un rire froid. Donc, vous avez menti, pensant que si je croyais que vous étiez acculé, je vous donnerais simplement l'argent sans poser de questions. Ma mère se racla la gorge, sa patience s'épuisant. Oliver, tu en fais toute une histoire. L'argent est déjà dépensé. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir si tu vas aider ta famille. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur la table, et croisai leurs regards. Non. Ce qui compte, c'est que vous m'avez menti. Mon père cligna rapidement des yeux, comme choqué par mes paroles. Tara laissa échapper un rire sec et croisa les bras. Et alors? Tu peux toujours aider. Je me suis tourné vers elle, les yeux remplis de dégoût. Tara, c'est ton problème. Tu as contracté le prêt, tu as gaspillé tout l'argent, et maintenant tu t'attends à ce que je règle la situation. Elle haussa les épaules, complètement indifférente. Tu peux aider. Tu as des millions. 300 000 $, ce n'est rien pour toi. Mon père acquiesça avec empressement. C'est vrai, Oliver. La famille est censée s'entraider, n'est-ce pas? Je laissai échapper un court rire vide et croisai les bras. Famille? Où était ma famille lorsque j'ai lutté pour payer mes études? Lorsque j'ai travaillé sans relâche pour acheter ma première maison? Est-ce que l'un d'entre vous m'a déjà demandé comment j'allais? Vous vous en êtes soucié lorsque j'ai construit ma carrière à partir de rien. Ma mère serra la mâchoire, sa voix devenant froide. Oliver, tu es égoïste. Mon père ajouta rapidement, tu as tout cet argent mais tu as refusé de donner à tes parents seulement 300 000 $. As-tu un cœur? Je ne clignais pas des yeux, je ne détournais pas le regard. Si c'est un si petit montant, pourquoi ne le gagnez-vous pas vous-même? Mon père ouvrit la bouche pour protester mais ne dit rien. Je les ai regardés des gens qui étaient autrefois ma famille, mais maintenant nous ne sommes que des étrangers pleins d'avidité. Je pris une profonde inspiration et parlai. Si vous acceptez de me vendre cette maison, je réfléchirai à l'acheter et à vous laisser rester. Le visage de mon père devint vide, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce que je disais. L'expression de ma mère s'assombrit. Tara sauta de son siège, me regardant sans voix pour la première fois. Je gardai ma voix calme. Si vous avez juste besoin d'un endroit où vivre, je m'en occuperai de la manière la plus pratique. Mais si vous pensez que je vais continuer à vous laisser profiter de moi, ne perdez pas votre temps. Les jointures des mains de ma mère blanchirent en serrant la table. Puis, soudainement, elle attrapa un verre et le lança par terre. Le bruit aigu résonna dans la pièce. Elle se leva, le visage rouge de colère. « Tu n'es pas mon fils. Pars. » Mon père haleta, la regardant. Tara resta figée, l'incrédulité dans les yeux. Je regardai ma mère, mon expression vide pas de colère, pas de tristesse, pas de douleur, juste rien. Je me suis retourné et je suis allé vers la porte. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière moi. Ils ont créé ce désordre, et cette fois, je ne reviendrai pas pour le réparer. Je pensais que c'était fini. Je les ai laissés garder la maison, mais ils ont refusé d'accepter mes conditions. Après cela, je ne les ai plus jamais appelés, ni envoyé de textos, ni pris de leurs nouvelles. Ce n'était plus mon problème. Puis, une semaine plus tard, un courriel de mon avocat est apparu dans ma boîte de réception, poursuite pour soutien parental. Je l'ai ouvert, mon estomac se serrait lorsque j'ai parcouru le contenu. Ils me poursuivaient. Ils voulaient que je leur envoie de l'argent chaque mois, en disant que j'étais responsable d'eux parce que j'étais leur fils. Ils ont prétendu avoir tant sacrifié pour moi, ils m'ont accusé d'être égoïste, imprudent et de les avoir abandonnés dans le besoin. Ils ont même prétendu qu'ils n'avaient pas de maison, pas de revenus, et que j'étais légalement tenu de les soutenir pour le reste de leur vie. Je souris, un sourire froid et vide. Était-il vraiment allé aussi loin? Je pensais autrefois que leur avidité avait des limites. Je me trompais. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient me forcer à payer pour leurs erreurs. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Ma voix était calme mais plus tranchante que jamais. Ils veulent se battre devant les tribunaux? Très bien. Je m'assurerai qu'ils n'oublieront jamais cette leçon. La préparation du procès n'a pas pris longtemps. Mes parents pensaient pouvoir utiliser la loi pour me forcer à les soutenir,
mais ils ont oublié une chose, je n'étais plus le même garçon impuissant qu'ils contrôlaient autrefois. Le jour de l'audience, je suis arrivé à l'heure, entrant dans la salle d'audience avec une confiance totale. Mes parents étaient déjà assis. Mon père avait l'air plus âgé, le visage rempli d'amertume. Ma mère était assise raide, son expression froide. Je ne ressentais rien, pas de tristesse, pas de colère, pas de douleur, juste du dégoût. L'avocat de mes parents a commencé par un discours dramatique, les peignant comme des parents pauvres et impuissants qui avaient tout sacrifié pour m'élever, pour finalement être abandonnés. Il a souligné que j'étais riche et a affirmé que leur donner $5000 par mois ne serait rien pour moi. $5000 par mois, même maintenant, ils essayaient toujours de me prendre de l'argent. Ils m'ont fait passer pour un fils sans cœur qui avait cruellement abandonné ses parents. Puis mon avocat s'est levé, avec une voix calme et assurée. Il a exposé les faits, mes parents ont choisi d'hypothéquer leur maison, ils l'ont transférée à Tara, pas à moi, le prêt de $300 000 était le sien, pas le mien. Depuis mes 18 ans, je n'ai jamais reçu un sou d'eux. Légalement, je ne leur devais rien. Le juge a vérifié les documents, puis a dit fermement, il n'y a aucune raison légale pour que le défendeur fournisse un soutien financier. Cette affaire est rejetée. Une seule phrase. Cela les a frappés comme une onde de choc. Mon père est devenu pâle, les lèvres tremblantes. Ma mère a serré les poings. Tara, qui agissait toujours comme si rien ne la dérangeait, avait l'air vraiment effrayée pour la première fois. Ils avaient tout misé sur ce procès, et ils avaient perdu. À la fin du procès, je me suis approché d'eux et j'ai croisé leurs regards. D'une voix calme et assurée, j'ai dit, c'est la dernière fois que nous nous verrons. Je vous ai donné une chance, et vous l'avez jetée. Mon père haleta, les larmes coulant sur son visage. Oliver, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je souris. Vous m'avez quitté il y a longtemps. Je me suis retourné et je suis parti. Ils n'avaient pas seulement perdu de l'argent, ils avaient perdu leur seul fils. Une année passa. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles, pas d'appel, pas de message, pas d'excuses fausses. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent pour mentir et mendier plus d'argent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais fait partie de ma vie. Mon amie la plus proche, Jessica, a été la dernière personne à me dire quelque chose à leur sujet. Un soir, alors que nous prenions un café, elle a soudainement dit, « J'ai entendu parler de tes parents. » J'ai posé ma tasse et j'ai demandé, « Où sont-ils » Jessica secoua la tête. Personne ne sait. Après que la banque a pris leur maison, ils sont partis, et personne ne les a vus depuis. Je suis resté assis là pendant un moment, mais je n'ai rien ressenti. Est-ce que les parents savent, ai-je demandé. Jessica haussa les épaules. S'ils le savent, ils ne disent rien. En ce moment, ils te traitent tous de sans cœur. Je laissai échapper un rire sec, pas du tout surpris. Laisse-moi deviner, dis-je. Ils disent que j'ai des millions mais que j'ai refusé de dépenser $300 000 pour sauver la maison, et maintenant personne ne sait si mes parents sont encore en vie. Jessica hocha la tête. Quelque chose comme ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant par la fenêtre. La ville était brillante, les immeubles brillaient de mille feux. Au cours de la dernière année, j'avais développé mon entreprise et obtenu un succès encore plus grand, et je n'avais aucun regret. J'ai appris plus tard par des contacts communs que Tara avait raconté à tout le monde le manoir qu'elle prévoyait d'acheter avec mon argent. Elle avait même programmé des visites et des rencontres avec des décorateurs d'intérieur avant que je refuse. Elle était tellement sûre de mon consentement qu'elle avait déjà commencé à planifier des fêtes d'inauguration. Je me fichais de ce que pensaient mes proches, je me fichais de leurs regards critiques. Aucun d'eux ne m'a aidé lorsque j'ai dû survivre seul à 18 ans, aucun d'eux ne m'a rendu visite lorsque je travaillais à 3 emplois juste pour survivre, personne ne m'a contacté lorsque j'ai lutté pour économiser assez d'argent pour acheter ma première maison. Alors pourquoi devrais-je me soucier de leurs opinions maintenant? Des mois passèrent. Mon entreprise a continué à se développer. Je me suis étendu sur les marchés internationaux, j'ai ouvert une fondation caritative axée sur l'éducation des enfants défavorisés, et j'ai même commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs qui me rappelaient moi-même motivés, déterminés et souvent seuls dans leur parcours. Puis, un après-midi pluvieux de mardi, Jessica m'a appelé, sa voix était tendue. Oliver, je les ai trouvés. Mon cœur a fait un bond. Mes parents? Oui, a-t-elle confirmé. Ils vivent dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Ton père a eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 mois.
Ils ont des difficultés financières. Tara les a abandonnés après l'échec du procès. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Comment as-tu découvert cela? Un de mes clients les connaît. Elle a mentionné leur situation, sans réaliser que je te connaissais. J'ai remercié Jessica et j'ai raccroché. Pendant des heures, je suis resté assis dans mon bureau, regardant la pluie strier les fenêtres, réfléchissant à ce que je devais faire avec cette information. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer la rupture nette que j'avais faite. Une autre partie se demandait si je regretterais de m'en aller maintenant. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé debout devant un immeuble d'appartements délabré de l'autre côté de la ville. J'avais l'adresse écrite sur un petit morceau de papier, bien que je n'avais pas besoin de la vérifier, je l'avais mémorisée immédiatement. Je suis resté là pendant près de 20 minutes, hésitant à entrer ou à m'en aller. Finalement, j'ai appuyé sur le bouton de l'appartement 4003. Pas de réponse. J'ai appuyé à nouveau. Après une longue pause, une voix faible est venue par l'interphone. Qui est-ce? C'est Oliver, ai-je dit simplement. Silence. Puis un bip lorsque la porte s'est déverrouillée. L'ascenseur était hors service, alors j'ai monté 4 étages d'escalier. Le couloir était faiblement éclairé, le tapis usé par des années d'utilisation. J'ai trouvé leur porte et j'ai frappé doucement. Lorsque ma mère a ouvert, elle avait vieilli de 10 ans en seulement 2 ans. Ses cheveux étaient maintenant complètement gris, son visage marqué par l'inquiétude et les difficultés. Elle m'a regardé avec stupéfaction, incapable de parler. Puis-je entrer, ai-je demandé doucement. Elle s'est écartée silencieusement. L'appartement était petit, une chambre, une petite cuisine et un salon à peine assez grand pour un canapé et une télévision. Mon père était assis dans un fauteuil inclinable près de la fenêtre, une couverture sur les jambes. Le côté droit de son visage était légèrement affaissé. Il s'est retourné lorsque je suis entré, les yeux grands ouverts d'incrédulité. « Oliver » a-t-il murmuré, son langage hésitant à cause de l'AVC. J'ai hoché la tête, debout maladroitement au centre de la pièce. Personne n'a parlé pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, mon père a brisé le silence. « Pourquoi es-tu ici ?» Une simple question avec une réponse compliquée. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai entendu parler de ton AVC, ai-je dit. Je voulais voir comment tu allais. Ma mère a ri amèrement. Maintenant, tu t'en soucies, après 2 ans de silence? J'ai croisé son regard fermement. Vous m'avez poursuivi, vous avez essayé de me forcer à vous soutenir. Que attendiez-vous? Mon père a bougé sur sa chaise. Nous étions désespérés, a-t-il admis. Nous avons tout perdu. J'ai regardé autour du petit appartement les flacons de médicaments alignés sur le comptoir de la cuisine, les avis de retard partiellement cachés sous un magazine. Où est Tara, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le visage de ma mère s'est durci. Elle est partie une fois que l'argent a disparu. Elle n'avait plus d'utilité pour nous non plus. L'ironie ne m'a pas échappé, la fille pour laquelle ils avaient tout sacrifié les avait abandonnés dès qu'ils n'ont plus pu subvenir à ses besoins. Mon père toussa, un son rauque et douloureux. Nous avons fait des erreurs, Oliver, dit-il lentement, chaque mot étant un effort. Nous avons favorisé Tara. Nous t'avons pris pour acquis. Nous avions tort. Je suis resté là, traitant ces paroles la première reconnaissance de faute que j'ai jamais entendue de leur part. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était quelque chose de plus que ce à quoi je m'attendais. Oui, ai-je simplement acquiescé. Tu étais. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Es-tu là pour nous le rappeler? Pour nous voir souffrir et te sentir justifié? J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Alors pourquoi, demanda-t-elle. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris, rassemblant mes pensées. Je suis venu parce que j'avais besoin de voir par moi-même que vous alliez bien, ai-je finalement dit. Pas super, clairement, mais en vie. Et je suis venu parce que je voulais savoir si je ressentirais quelque chose en vous revoyant. Et tu le fais, demanda mon père, sa voix à peine audible. J'ai considéré la question honnêtement. Je ne sais pas encore, ai-je admis. J'ai passé tant d'années à espérer que vous me voyiez vraiment me voir. Puis j'ai passé plus d'années à essayer de cesser de me soucier que vous le fassiez ou non. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens maintenant. J'ai plongé dans ma poche et j'ai sorti une carte de visite, la plaçant sur la table basse.
Voici les coordonnées de mon avocat. Appelez-le demain. Il s'occupera de vos frais médicaux et vous trouvera un meilleur endroit où vivre. Ma mère a regardé la carte. Pourquoi nous aiderais-tu maintenant, après tout? Je ne le fais pas pour vous, ai-je dit sincèrement. Je le fais pour moi, parce que je ne veux pas être le genre de personne qui pourrait s'en aller en sachant que vous avez besoin d'aide, même après tout ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que je suis. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Je ne sais pas si nous aurons un jour une relation à nouveau, je ne sais même pas si c'est possible après tout ce qui s'est passé. Mais je sais que je ne veux pas que vous souffriez. Mon père a essayé de se lever, mais ses jambes affaiblies ne l'ont pas soutenu. Fils, a-t-il commencé, la voix brisée. J'ai levé une main pour l'arrêter. Ne me remercie pas. Ne fais pas de promesses. Appelle simplement l'avocat demain. En redescendant ces 4 étages d'escalier, je me suis senti plus léger d'une certaine manière pas guéri, je doute que cela se produira jamais complètement, mais plus clair. J'avais brisé le cycle. J'avais choisi d'être meilleur que ce qui m'avait été fait, non par obligation, mais par mon propre sens de ce qui était juste. Dehors, la pluie avait cessé, et un arc-en-ciel faible se dressait dans le ciel oriental. Je suis resté sur le trottoir un instant, le regardant, puis je suis allé à ma voiture et je suis parti, vers la vie que je m'étais construite. Je ne sais pas ce qui se passera avec mes parents. Peut-être que nous allons lentement reconstruire une sorte de relation, peut-être que non. Mais pour la première fois de ma vie, je sais avec une certitude absolue que leur approbation ne me définit pas, leur amour, ou son absence, ne détermine pas ma valeur. Je me suis construit à partir de rien. Je suis assez, exactement comme je suis. Et cette connaissance, durement acquise à travers des années de douleur et de travail, est quelque chose que personne ne pourra jamais me retirer.